Alors, Monsieur Caton, venez et vous allez... Il y a une diapo d'intro. Allez-y, allez-y. Il faut mettre l'intro avant la communication de Laurent. Ouais. Jacques Caton. Intro, voilà. C'est ça, intro. Voilà, c'est ça. Je passe là. Voilà, comme ça. Oui, je suis désolé, je me mets juste au pupitre pour présenter 2-3 diapos. D'abord, je voudrais remercier le passe-président et le président de l'Académie d'avoir ouvert cette séance aux chirurgiens orthopédistes sur un problème qui nous intéresse, qui intéresse toute la chirurgie française, qui est le problème de l'innovation en chirurgie. La France a été et est toujours une terre d'innovation en chirurgie, quelles que soient les spécialités chirurgicales. On peut regarder par exemple il y a 45 ans les débuts de la ciliochirurgie avec Philippe Mouret à Lyon jusqu'au cœur artificiel d'Alain Carpentier l'an passé avec le succès que l'on a connu sur ce cœur artificiel. Mon introduction se fera sur un article du journal Le Monde de la semaine dernière que je vous laisse découvrir. Je vais simplement... Oui. Non, on peut voir que c'est là. J'arrive pas à lire là-bas. C'était une tribune dans Le Monde de mercredi dernier sur justement le problème des dispositifs médicaux et sur le problème de l'innovation. Le Conseil économique et social a fait un rapport apparemment sur le problème des dispositifs médicaux. Les deux rapporteurs de ce rapport étaient Thierry Baudet, qui est le président actuel de la MGEN et de la Mutualité, et surtout Édouard Couty, que l'on a connu au ministère, etc., et qui était rapporteur. Alors, ce qui est intéressant dans ce rapport, tout au moins ça, c'est une tribune publiée dans Le Monde où il est dit, par exemple, que la balance commerciale française est déficitaire en matière de dispositifs, que la France dispose d'un potentiel important en matière de recherche et qu'au fond, il n'est pas très bien exploité, faute d'entreprises de taille suffisante et de construction d'une véritable filière industrielle. Quand on voit les misères qu'on fait à Sanofi, on peut se poser des questions. Et il y a quelques lignes. Les dispositifs médicaux, facteurs de bien-être, doivent trouver une juste place dans la stratégie nationale de santé, donc dans la future loi de Marisol Touraine, et dans le projet de loi santé, tant ils constituent de formidables opportunités pour développer la chirurgie ambulatoire, la médecine de parcours, le maintien à domicile. Ils sont également un levier de croissance pour l'économie. Donc on voit bien aujourd'hui l'importance que revêt ce problème de l'innovation en chirurgie, qui est un problème qui préoccupe l'Académie, qui s'en est inquiété déjà depuis de très nombreuses années, et qui est un problème qui est très important, d'une part pour l'économie française, d'autre part pour le développement de la chirurgie et notre relation, la main dans la main entre les industriels des dispositifs et les chirurgiens est très importante. Les chirurgiens sans les dispositifs ne peuvent plus rien faire et aujourd'hui les industriels sans les chirurgiens ne peuvent pas vendre leurs dispositifs. Donc je vous conseille de lire cette tribune. Je pense qu'il sera intéressant de se procurer ce rapport de l'Académie de rapport du Conseil économique et social, qui rentre tout à fait dans le propos d'aujourd'hui. Et peut-être que l'Académie essaye de se faire auditionner au niveau du Conseil économique et social pour donner son avis sur ce rapport, s'il est publié ou non publié, je n'en sais pour l'instant rien du tout. Donc le programme aujourd'hui sera un programme assez éclectique, avec tout d'abord Laurent Sedel qui nous parlera du couple céramique, Gilbert Taglan de Strasbourg du Clou Gamma, qui est très important, Emmanuel Bollot de la prothèse totale d'épaule inversée, je parlerai moi-même de la double mobilité, et Jean Dubousset, que tout le monde connaît bien évidemment, la chirurgie du rachis avec le Cottrell du Bousset. Jean fera d'ailleurs la conclusion de cette séance. Donc nous allons commencer par Laurent Sedel avec le couple céramique-céramique.
Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je ne sais pas si vous m'entendez, il faut que je le sorte peut-être. Donc, vous me faites l'honneur de me demander de parler du couple alumine-alumine, ce que je vais faire. Merci Jacques. Alors, j'appuie là, je pense. Alors, oui, comme d'habitude, maintenant, on demande des déclarations d'intérêt. Donc, je suis lié à la société Serra Vert depuis longtemps. Je travaille pour eux comme consultant, et ceci dure depuis le début. Donc, c'est intéressant aussi de les associer, puisqu'il y a quand même des industriels actifs et dynamiques en France. Pierre Boutin, en 70, c'est un collègue de Pau, implante la première prothèse avec un couple alumine. Et c'est un peu le hasard de la rencontre d'un chirurgien et d'un industriel, qui l'opère d'ailleurs, avec une prothèse standard. Et c'est cet industriel qui lui dit, mais pourquoi pas mettre de la céramique, parce que moi j'en fabrique. Voilà. Donc ça a commencé comme ça, je crois que l'histoire date de 69 en fait. Et très rapidement apparaît cette prothèse. Alors l'histoire de la prothèse de hanche résumée, vous l'avez ici. Donc ça commence, on situe toujours en 1932 Wiles. On parle toujours de Judet, qui a été le premier à mettre une hémiarthroplastie dans les années 46. Les frères Judet, les deux, ont signé le premier papier. Puis c'est Maki Farrar qui vraiment invente la prothèse totale avec une pièce cotyloïdienne, une pièce fémorale, et qui était en métal-métal en 56. Puis John Charley en 63 qui popularise en fait la prothèse totale, décrit un certain nombre d'éléments biomécaniques, biologiques. Et on cite toujours John Charley comme l'inventeur de la prothèse totale. Mais vous voyez que Boutin, c'est seulement 7 ans plus tard, c'est très proche, parce que Charley avait déjà dit que le problème dans le couple métal-polyéthylène, c'était le polyéthylène qui pouvait s'user. Et donc très très vite, ça donne, si vous voulez, la première marche à Boutin, qui développe cette prothèse céramique-céramique. Puis après, il y a d'autres événements, le développement de la prothèse céramique sur polyéthylène quelques années plus tard, l'alumine metal back, c'est-à-dire on fait tenir l'alumine par une pièce en métal dans l'os. Ensuite, la zircone, qui est une autre céramique qui apparaît dans les années 89. Le couple métal-métal qui réapparaît en 92 et qui, je dirais, est en train de disparaître en 2014, fin l'année dernière, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, ça donnait toujours les mêmes problèmes qu'initialement, qu'on avait d'ailleurs largement décrits et connus. Il y a le resurfaçage métal-métal qui est aussi un peu en train de disparaître pour les mêmes raisons. Il y a le polyéthylène amélioré depuis 2001 qui fait la part belle, en fait. On dit que c'est vraiment miraculeux, que c'est formidable, mais c'est pas toujours prouvé actuellement. Et puis vous voyez que l'alumine, c'est intéressant, c'est pour ça que je l'ai mis là, a été autorisé par la FDA seulement en 2003. Donc vous voyez, on apparaît toujours, nous, aux États-Unis, comme des gens extrêmement innovants, alors qu'on met quelque chose depuis 35 ans, qui a pratiquement pas changé, très peu changé. Donc ça m'amuse, ça me rajeunit pas mal. Alors, je vais vous résumer un peu quelles sont les causes d'échec des prothèses. Alors en fait, la cause d'échec principale, c'est l'ostéolyse, due à la réaction macrophagique, une réaction inflammatoire, c'est biologique, aux débris autour des problèmes d'usure. On estime la prévalence de l'ostéolyse avec le couple métal-polyéthylène, qui est le couple le plus classique, entre 8 et 56% selon les séries, puis selon le temps passé. Il y a beaucoup plus d'échecs chez les patients jeunes et actifs, et ça c'est parfaitement démontré. Et plus récemment sont sortis des résultats montrant aussi qu'avec ces couples de frottement, on avait beaucoup plus de luxation tardive, c'est-à-dire que la dislocation de la hanche augmentait avec le temps. Alors, je vous montre juste un exemple de patient qu'on voit comme ça, qui est arrivé après 8 ans de recul avec un cotyle complètement cassé. Vous voyez, ça, c'est aussi pour dire que le polyéthylène aussi peut se casser. C'est pas seulement l'alumine. La céramique passe toujours par un matériel friable, mais en fait, le polyéthylène peut se casser très bien. Et la reprise qui est assez compliquée. Dans des cas comme ça, c'est assez compliqué. Ah oui, d'accord. La suivante qui apparaît. Ça, c'est un autre exemple d'une femme donc opérée 14 ans avant qui se met vraiment à avoir des douleurs. Là, c'est des réactions à polyéthylène de type inflammatoire qui obligent à la reprendre, là encore avec certaines complexités de l'intervention chirurgicale. Alors, le couple céramique, en fait, initialement, on l'a vraiment posé pour éviter ces problèmes-là. Donc, tous les problèmes liés à la dégradation du polyéthylène et l'ostéolyse, donc la destruction osseuse qui résultait, vous avez quelques images histologiques anciennes d'ailleurs, là-dessus, et puis aussi pour éviter les problèmes du couple métal-métal, très très bien décrit en France, en particulier par l'équipe de Postel qui avait à un moment implanté pas mal de prothèses métal-métal en chrome-cobalt. Depuis, les complications ont été mieux documentées. Vous avez
Villert qui a décrit la réaction lymphoplasmocytaire assez agressive, même très agressive, avec des problèmes de nécrose musculaire qui sont observés dans les reprises. C'est qu'on ne reprend pas une prothèse métal-métal comme on reprend une prothèse céramique. On a des destructions autour qui font qu'on n'aura de toute façon pas un bon résultat, même si on y arrive. Alors, bon, quelques mots sur ce matériau, la céramique d'alumine, parce que c'est pas une céramique, c'est pas quelque chose que vous mettez sur votre table, enfin c'est quelque chose d'assez différent. C'est un matériau très pointu qui a été initialement développé en France pour les centrales nucléaires. Voilà. Donc je dis c'est une bonne retombée du nucléaire. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a une, c'est ce matériau. C'est obtenu à partir d'une poudre. La poudre est comprimée dans un moule avec une rétraction de plus de 30%. Donc je ne sais pas si vous imaginez la complexité d'avoir des pièces extrêmement bien, enfin très très précises, quand on doit comprimer à partir de quelque chose qui a 30% de plus que la forme finale. Alors bon, je n'insiste pas parce que ça va nous entraîner trop loin, mais les qualités dépendent de tout un tas de phases assez complexes. Tout ça pour dire, bon, c'est un matériau très performant, mais il faut, chaque mot compte, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quelle céramique, elle est polycristalline monophasique c'est très important, elle est très stable, c'est-à-dire qu'au cours du temps, 30 ans plus tard, c'est la même que celle que vous avez implantée au temps zéro, elle est très très dure, elle a un module d'élasticité donc très élevé, elle peut être rayée que par le diamant, ou elle-même éventuellement, mais surtout le diamant, mouillable, ça aussi c'est en tribologie, la science du frottement, c'est une qualité exceptionnelle, elle est à comportement fragile, elle est très difficile à fabriquer. Donc c'est ça le point important. Il y a, je crois, j'ai un industriel ici qui va peut-être pas me contredire, il y a environ 3 sociétés dans le monde qui savent faire une très bonne céramique. Voilà. Pas 10, pas 20, pas 30, et il n'y en a pas en Amérique, c'est quand même très intéressant. Il y a un Allemand, il y a un Japonais, un Français. J'en connais pas d'autres, mais peut-être... Peut-être, voilà. Bon, enfin, il y a très peu de gens capables de faire ça, et ça explique énormément de choses. Bon, ça, on pourra en discuter plus tard dans la discussion. Donc, notre expérience clinique, vous la voyez là, on avait quand même modifié pas mal les formes, en particulier les formes des tiges, le cône morse qu'on avait introduit, le système de fixation de la tête sur la prothèse en titane fémorale. Et on a commencé en 77 avec mon maître Wittwood, qui a tout de suite adhéré au projet, alors que sur Paris, on était les seuls avec Boutin, enfin, après, à travailler là-dessus. Il y a eu d'autres expériences mondiales, je les résume ici, quand je fais des conférences internationales, je sais bien qu'il y a eu d'autres gens, mais ils ont commencé plus tard. En Allemagne, ça a commencé en 74, les Japonais avaient un peu travaillé dessus, il y a eu les Italiens aussi, les Autrichiens aussi. Alors, il y a énormément de résultats publiés, donc je vous en ferai un peu grâce, mais ce que je veux dire simplement, c'est que l'usure mesurée, donc l'usure mesurée a été confirmée très très basse, c'est de l'ordre d'environ 5 microns par an, il y a eu plusieurs publications là-dessus. Pour vous donner une comparaison, le polyéthylène c'est 0,1, donc c'est 1000 fois plus par an, l'usure. Hein. Alors, chez les patients, on a démontré, chez les patients jeunes, qu'il n'y avait pas d'ostéolyse, donc voilà, donc il n'y avait pas de destruction osseuse. Et sur le long terme, on a un papier, Amadouche était allé voir les patients de Boutin, enfin on avait organisé tout ça, et il avait revu des patients à très long terme, à 20 ans, et il avait démontré que ça se tenait à long terme, surtout si les pièces n'étaient pas cimentées. Alors au début, il y a eu quelques fractures, enfin, c'était quand même rare, mais c'était un petit peu plus fréquent que maintenant, maintenant c'est très rare. Il y a eu surtout des problèmes de fixation du cotyle qui était cimenté, mais on a pu démontrer très vite qu'il y avait une excellente biocompatibilité biologique, les résultats se maintiennent à très long terme, et la réintervention est assez simple puisqu'il n'y a pas de destruction osseuse, donc on peut réopérer ces patients, je vais vous montrer 2-3 exemples, enfin c'est pas très difficile comme intervention la reprise chirurgicale. Alors là, je vous montre, j'ai revu récemment, comme j'ai un peu de temps, puis je suis à la retraite, donc je me suis amusé à recontacter des patients très anciens, de plus de 30 ans, et je vous montre quelques exemples voilà, de radiographie. Vous avez ici 33 ans de recul, c'est ce patient qui avait 26 ans quand on l'a opéré. Vous en avez un autre, là, une femme qui avait sans doute une tuberculose de la hanche gauche, vous voyez, 31 ans plus tard, elle est absolument parfaite. C'est tous des patients qui ont les mêmes... capacités physiques, enfin qui n'ont jamais eu de réduction de leur capacité physique, qui ont vécu normalement jusqu'à présent. On a un peu de mal des fois à les recontacter parce qu'ils ont oublié qu'ils avaient une prothèse de hanche. Là, vous en avez une autre, alors qu'il y a eu par ailleurs, c'est une égyptienne, elle a été opérée de l'autre côté en Égypte, mais elle m'a envoyé ses radios avec 31 ans de recul.
espaciant, opéré des deux côtés. Vous voyez, alors quand on est orthopédiste, on voit bien qu'il n'y a pas d'ostéolyse, c'est assez intéressant, enfin il n'y a pas de destruction osseuse, mais la prothèse se maintient. Là c'est des prothèses, la tige est cimentée. Alors quand même le problème initial c'était ça, c'était la fixation cimentée du cotyle qui était un problème. Il y avait pas mal de basculements, comme vous voyez ici, surtout chez les patients âgés. On disait que c'était de l'ostéoporose peut-être qui ne supportait pas ce type de formation, enfin de fixation. On avait pas mal travaillé dessus avec des modèles par éléments finis de l'époque. Et voilà, donc sur une période de 45 ans maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quand même une amélioration du matériau de base, c'est-à-dire que la céramique d'alumine actuelle, c'est pas la même qu'il y a 40 ans. Le dessin, on a beaucoup travaillé le dessin avec des ingénieurs sur la façon de fixer ces pièces, leur épaisseur, enfin ça change beaucoup de détails. La technique chirurgicale, parce qu'il y a des points de technique chirurgicale quand même à connaître, et de la fixation osseuse, puisqu'on est passé du cimenté au sans ciment. Alors ce que je vais essayer de vous expliquer, s'il me reste presque 4 minutes, c'est... Oui. Bon, je dois aller vite. Je vais maintenant commencer ma conférence. Non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas trop de choses à faire. Alors, les résultats cliniques sur du matériel contemporain, comment on fait pour reprendre une prothèse céramique, et puis enfin les complications, enfin ce dont on l'accuse, les fractures, le bruit, et je vais conclure. Alors d'abord, il y a différents dessins. Alors là, je vais tout de suite vous présenter les résultats de ce cotyle qu'on a mis à partir de 89, qui était donc sans ciment, et dont on a plus de 20 ans de recul. Donc voilà, les patients, je résume un peu cette présentation, 206 malades, la plupart pour arthrose, l'âge moyen 58 ans, donc plutôt des jeunes. On a des complications, c'est essentiellement des décellements aseptiques du composant acétabulaire, mais il y a quand même deux fractures, une tête et un insert. L'insert, c'est certainement post-traumatique, c'est à la suite d'un accident de voiture avec accident du tableau de bord. Puis il y a, vous voyez, le reste des complications. Mais il n'y a aucune révision pour du bruit ou des choses comme ça. Et quand on regarde les courbes de survie de type Kaplan-Meier, on trouve quand même 88% qui survivent à 20 ans. Et si on garde que les problèmes donc liés aux matériaux, on enlève l'infection, des choses comme ça, on atteint quand même plus de 91%, 90% de résultats favorables à 20 ans. L'ostéolyse très limitée, à peine un petit peu là sur le calcaire. Donc en conclusion, ça confirme les résultats excellents à long terme, il y a très peu d'échecs, pas d'ostéolyse, et les risques de fracture sont rares mais présents, donc il faut faire attention. Et tous ces patients n'étaient pas limités, c'est qu'on leur disait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà. C'est toujours ce que j'ai fait avec mes patients. Alors il y a des données de la littérature qui confirment ces données-là. On va les regarder un peu, les registres qu'on n'a jamais pu développer en France malheureusement, mais on retrouve par exemple dans le registre australien en vert, c'est la céramique sur céramique. Bon, qui tient la route après 13 ans, avec des taux de reprise assez faibles. On apprend aussi que la zircone, c'est différent de l'alumine. Vous avez ici des zircones. Alors là, c'est zircone contre polyéthylène. Et ces données sur registre sont intéressantes parce qu'on voit vraiment que la zircone se dégrade beaucoup plus, vite. Là, j'ai bénéficié du registre néo-zélandais Rocopito qui m'a envoyé ces données. Alors on va voir, il y a 6900 céramiques implantées. Ça confirme les résultats à 20 ans. On est encore à 6% d'échecs à 20 ans. Donc c'est à 10 ans, pardon, 6% d'échecs à 10 ans, donc ça rejoint exactement nos résultats. Alors là, par contre, il y a des détails intéressants. Si on regarde les prédicteurs de révision, vous voyez que la taille de tête, 32 mm, c'est mieux que la taille à 28. Et nous, on a toujours mis des têtes de 32. Bon, c'est sans doute la chance, mais comme après nous, il y a beaucoup de gens qui ont utilisé les têtes de 28, c'est tout de même intéressant de le savoir. Alors, il y a des qualités reconnues plus récemment, et j'aime bien en parler parce que je découvre ça depuis quelques années, en fait, 3-4 ans. C'est qu'autour de la céramique se produit un tissu fibreux qui est dense, ça on le sait depuis 30 ans, mais on ne savait pas que ça avait un intérêt. Et on se rend compte que ça doit améliorer la stabilité de la hanche. Voilà. Alors, par ailleurs, il y a d'autres études qui montrent que ça diminue le risque infectieux par 2. Bon, ça, c'est magique. Ça, on ne l'explique pas, par contre. Alors, je vais vous montrer cette histoire de tissu fibreux. Voilà, ça a été bien. Alors, on l'a bien documenté en histologie. Ernie Higou, notre collègue de Raymond d'Or, a récemment publié des papiers montrant qu'il y avait moins, mais beaucoup moins, de luxation à long terme sur les patients opérés avec un couple céramique qu'avec un autre matériau. Et puis, ça explique sans doute pour nous la possibilité de faire du sport. Alors, je vous montre d'abord les matériels qu'on met depuis 1997, qui n'a pas changé. Un patient qu'on a opéré, c'est Didier Anouche qui l'a opéré il y a quelques années, vous voyez, bilatéral en un temps pour cette arthrose. Et je vous le montre un peu, il nous a envoyé ses photos lui-même, vous voyez. Donc c'est ce qu'il fait, le sport qu'il fait. Alors j'aime bien, je ne sais pas si ça marche. Votre film ne marche pas, monsieur. Si.
Le film passe pas. Bon, c'est pas très grave, j'ai bu beaucoup de temps. Enfin, il y a un film qui nous a envoyé, on le voit en train de... Voilà, d'accord. Oui. Bon, vous avez compris que ça fonctionne bien. Alors, aussi un autre exemple, il y a un patient que j'avais opéré quand il avait 15 ans pour séquelles d'infection de la petite enfance. Et 10 ans plus tard, il est venu me voir avec cette radio, il était absolument parfait, mais on lui refusait de jouer au rugby. Il fallait que je lui fasse un certificat disant vous êtes autorisé à jouer au rugby, ce que j'ai fait, bien sûr, sans problème. Il jouait toujours au rugby, bien sûr. Alors, les problèmes de reprise, en fait, c'est assez facile de les reprendre, mais quand on voit, on s'est posé la question de savoir pourquoi on reprenait un couple céramique-céramique, ça c'est Didier Anouche qui a travaillé là-dessus. Je vous montre juste les causes des reprises des prothèses céramiques-céramiques. Vous voyez que c'est essentiellement la fixation du composant acétabulaire, et c'est presque rien par ailleurs. C'est quelques fractures du liner ou de la tête, mais très peu, hein, 4,6% représentés par des fractures. Donc c'est pas pour fracture qu'on réopère ces céramiques, même si c'est effectivement dramatique et c'est pas bien. Voilà. Donc un exemple de reprise chez un jeune qui a eu par ailleurs un traumatisme, vous voyez les reprises. Alors les sujets de discussion, bah, si vous ne me laissez pas le faire, je ne le fais pas, c'est pas grave. Vas-y. Tu me laisses 2-3 minutes bon, je croyais qu'il y avait 15 minutes. Oui. Bon d'accord, merci. D'habitude je ne discute pas. Hein, ça Alors, il y a quelques sujets de discussion. Oui, les fractures, bien sûr, c'est toujours la question que l'on pose. La génération de bruit, ça c'est à la mode depuis quelques années. C'est sorti, ça vient d'Australie. Mon ami William Walter qui a publié là-dessus. Voilà, et c'est pas tout à fait faux. Et puis ensuite, on parle du dessin des pièces. Et a-t-on besoin d'autres céramiques? Alors, parlons de la fracture. Bon, la fracture d'un composant céramique, c'est spectaculaire. C'est certainement un des principaux arguments pour ne pas l'utiliser. Quand on va aux États-Unis, ça c'est vraiment important. Et pourtant la fracture est très rare. On l'a calculé, en situation normale, le risque est de l'ordre de 1 sur 2000 sur une période de 10 ans. Ça c'est les chiffres qu'on a de notre série à nous. Hein. Et on avait publié 14 fractures sur 30 ans, sur plus de 4500 pièces implantées. Et il n'y a pas de fracture. Nous, on n'a pas retrouvé de fracture sur des composants fabriqués après 2000. Parce que ça s'est amélioré tout ça, bien sûr. Les matériaux s'améliorent et les dessins aussi. Et alors, je vous montre là, voilà, l'amélioration. Bon, il y a un certain nombre de critères qui font une bonne céramique. C'est la densité, la pureté, la porosité, la taille des grains. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails d'ingénieur, mais c'est clair que tout ça, c'est suivi de très près et c'est extrêmement important. Alors, je vous montre, pour expliquer ça, je vous montre un exemple assez récent. Un homme qui avait cette malformation de la hanche que j'ai opéré, il avait 44 ans, 95 kilos, et il faisait du skiboard. Il me manque un petit truc, c'est pas grave. C'est pas du ski normal, c'est du surf à ski, mais il était très champion de ça. Et au bout de 10 ans, il tombe, et il se fait une fracture du cotyle que vous découvrez en bas à droite, qu'on voit un petit peu mieux là, vous voyez, fracture du cotyle, mais qui n'est pas découverte immédiatement par les collègues de la région de Grenoble. Ils leur font revenir 3 mois plus tard, et là, cette fois, on voit la fracture qui est en train de consolider. Donc, ils attendent toujours, mais finalement, il a mal, il vient me revoir, et il a un décèlement du cotyle. Donc, il n'a pas de fracture de son matériel céramique, mais il a décellé son cotyle à cause de cette fracture. Voilà, c'est intéressant, je peux vous dire que maintenant, on l'a réopéré, et il fait toujours du skiboard. Voilà. Et j'attendais qu'il m'envoie une photo de lui, enfin une vidéo de lui en train de faire du skiboard, ce qu'il ne m'a pas fait. Alors, il faut comprendre le mécanisme de la fracture d'une céramique, c'est pas n'importe quoi, c'est la propagation d'une fissure. C'est comme ça que ça casse. Donc en fait, tout dépend de la fabrication initiale. Si au départ, il y a déjà quelque chose, il y a un petit grain, il y a un machin, une erreur, une paille, ça peut casser. Et tout est lié à ça. Et l'Allemand Willmann, qui travaillait pour Ceramtech, avait fait un excellent travail. Il avait montré qu'en fait, les têtes qu'on retirait pour différentes raisons, il les avait testées à la fracture, et il montrait que 10 ans plus tard, en fait, ça avait exactement la même résistance. Donc si au départ, il n'y a pas de défaut, c'est toujours extrêmement résistant. Et ça ne casse pas parce qu'on va taper dessus avec un marteau. Exemple de mon patient qui fait du ski. Hein, ça casse uniquement parce qu'il y a une propagation d'une fissure. Donc c'est toujours des défauts, soit de conception, soit de fabrication du matériau. Et là, vous ne pouvez pas je regarde l'industriel qui ne peut pas me dire non. Voilà. Donc la fracture, par contre, peut avoir quand même... Il y a quelques causes. Le chirurgien peut être responsable s'il ne nettoie pas parfaitement le cône, parce que ça, c'est très important. S'il laisse des débris ou de la graisse, ça peut casser plus facilement. Il y a le dessin, en particulier les céramiques trop fines ou les petites tailles, c'est quand même dangereux. L'angle du cône, je crois que c'est important d'avoir des angles à 5 degrés et pas à 18.
même si c'est ce qui se fait le plus actuellement, et le polyéthylène BAC, qui s'est développé il y a quelques années, et qui a démontré qu'en fait ça cassait souvent. Vous voyez, c'était les idées qu'il fallait amortir autour de ce matériau très dur qu'est la céramique, il fallait l'amortir par du plastique. Alors, l'angle du cône, j'ai juste cet exemple-là d'une patiente de 49 ans qu'on n'avait pas opérée chez nous, mais qui avait du matériel. D'un côté, c'est une prothèse céravère, de l'autre côté, c'est une autre prothèse. Elle avait mal à droite, de l'autre côté. On découvrait quelques années plus tard qu'elle avait une fracture, et de la céramique. On voit très bien sa fracture. Elle avait aussi une métallose importante due à la fracture, d'où l'explication des douleurs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand on a le scanner, donc on peut comparer les deux côtés. Et on voit que l'angle du cône est différent, hein, ça se voit facilement. Là, c'est 17 ou 18 degrés, de l'autre côté, c'est 5 degrés. Et puis, vous avez le liner qui est en excès d'un côté et, au contraire, rentré de l'autre côté. Tout ça, ça diminue le contact métal-céramique, et ça, c'est dangereux. D'où l'importance de travailler sur les modèles par éléments finis et d'étudier très, très précisément la zone là, de contact. Alors, maintenant, les bruits, bon, on entend souvent parler que ça fait du bruit. Alors, qu'en est-il ? On a, pour le savoir, on a mis un chef de clinique là-dessus qui a regardé, qui a interrogé 300 malades par téléphone. Est-ce que vous avez du bruit dans votre prothèse ? Eh bien, il y en a quand même eu 10% qui avaient du bruit, mais du bruit qui ne les gênait pas, qui était rare, qui était survenu une fois comme ça, par-ci, par-là. Il y en avait très peu pour qui c'était gênant. Donc, je résume un peu. Bon, 10% a parfois un bruit, mais il y en a moins de 1% qui en est pourvu une gêne. Il n'y a pas de réintervention pour bruit, en tout cas de notre série. Ou alors quand c'est une mauvaise position manifeste ou témoin d'une fracture, parce qu'il peut y avoir une fracture qui se révèle par un bruit. Et là, j'ai juste l'exemple d'un malade que j'ai repéré moi, mais vous voyez, qui n'était pas fait chez nous et qui avait manifestement une malposition avec une subluxation de la tête en avant due à un excès d'antéversion du cotyle. Voilà, alors un autre exemple, ça c'est Rémi Nizar qui l'a réopéré. Vous voyez que ce patient qui avait une mobilité comme ça naturelle du liner à l'intérieur de la coque, qui avait un bruit, qui avait un peu de métallose, et donc il l'a réopéré, il a trouvé ça. Alors ça peut être dû aussi à ces histoires d'angle de cône. Donc en conclusion, pour nous actuellement, enfin on n'a aucun doute là-dessus que c'est vraiment le meilleur choix chez les patients physiquement actifs, avec une espérance de vie supérieure à une quinzaine d'années, mais sous réserve d'un excellent matériau, d'un excellent dessin, d'une chirurgie tout de même adaptée. Voilà, ça c'est. Je veux juste vous mettre ça parce que ça c'est la conclusion que je donne aux États-Unis. Vous voyez, vous voyez à la fin, je ne sais pas si vous, enfin je pense que vous connaissez tous l'anglais. Je dis c'est un produit merveilleux, sauf dans les pays avec un niveau de judiciarisation très élevé. Hein, parce que chez eux, le problème, c'est que s'ils ont une fracture, ils passent devant le tribunal, ça coûte des millions. Voilà. Donc c'est ce qui explique qu'aux États-Unis, ça n'est qu'à peine 10% des prothèses, et chez nous, c'est 40%. Merci de votre écoute. Merci Monsieur Sedel. Maintenant, c'est Jacques Caton, notre modérateur, qui va commenter cette présentation. D'abord, je voudrais remercier Laurent Sedel qui a fait un excellent topo sur la céramique. De toute façon, c'est actuellement, lui, en France et voire dans le monde, qui connaît le mieux ce problème. Et je me souviens encore de sa conférence comme invité à la Hip Society américaine il y a quelques années, conférence du président là-dessus. C'est vrai que les Américains ont eu beaucoup de réticence à se mettre à la céramique, enfin, tout au moins à l'alumine. Alors moi j'ai quelques questions. D'abord, Boutin, autant que je me souvienne, s'était greffé un bout de céramique d'alumine pour montrer qu'il n'y avait pas de problème de compatibilité. Il s'en était greffé un petit bout sous la peau avant d'implanter, il me semble, là, sur le plan historique. Non, je ne sais pas, tu confirmeras ça après. Moi, j'ai 2-3 questions à te poser. Sur le taux des fractures, alors c'est vrai que le taux des fractures varie et on voit bien que le problème de l'alumine, c'est pas tellement le couple alumine-alumine, mais c'est plus un problème de fixation au niveau des différents éléments, que ce soit le cône ou que ce soit le cotyle. La deuxième chose, tu n'as pas évoqué le problème des céramiques composites qui aujourd'hui sont relativement en vogue, c'est-à-dire ce n'est plus de la céramique pure d'alumine, mais c'est une céramique dans laquelle on a mis du zircone aux alentours de 20% en ce qui concerne les Allemands et beaucoup plus en ce qui concerne les Japonais pour éviter les fractures. Alors existe-t-il, moi j'ai une question très précise à te poser, parce que je n'ai pas l'impression que tu utilises les céramiques composites, existe-t-il des transformations de phase
sur les céramiques composites aujourd'hui en alumine qui pourra expliquer des usures tardives. Et puis, deuxième question que je te poserai, sur laquelle tu t'es pas tellement étendu, c'est le problème des bruits. Alors effectivement, il y a 1% des patients qui éprouvent une gêne. Je pense qu'il y a des patients qui ont été réopérés. Malgré tout, on a quand même des observations pour ces problèmes de bruit. Et on a vu que les bruits augmentaient avec le diamètre de la tête, et notamment au-delà d'un diamètre de 36 mm, diamètre que tu n'utilises pas et qui semble poser des problèmes aujourd'hui, j'en parlerai moi dans mon topo, il y a quand même une recrudescence des bruits. Alors sur la tolérance biologique, il faut savoir que l'alumine sert de contrôle positif. Dans tous les tests de biocompatibilité de n'importe quel produit, l'alumine, c'est le contrôle positif. Ça veut dire que c'est celui qui ne donne pas de réaction. Voilà. Donc je vais évacuer ça, mais c'est vrai, bon, ça c'est pour la petite histoire. Boutin, au départ, enfin, il n'y avait pas les tests, il n'y avait pas les marquages CE, et donc il s'était introduit sous la peau lui-même, sous anesthésie locale, une petite bille d'alumine qu'il avait fait retirer au bout d'1 an, je crois, ou il avait sans doute retiré lui-même, avec un peu d'histologie, et voilà. Bon, enfin, c'était l'époque, hein, mais c'était quelqu'un quand même de très très motivé. Hein. C'est en hommage à Pierre Boutin. Sur ta question sur les oxydes, les mixed oxydes, les céramiques composites, alors j'en parle pas trop. J'en parle pas trop parce qu'à chaque fois les gens prennent ça très mal. C'est en ce moment la céramique la plus connue, elle est rose, voilà, donc parce qu'elle contient 20% de zircone à l'intérieur. Et moi je me méfie énormément de ce matériau-là parce que je connais la zircone très bien, on a beaucoup travaillé dessus. On sait que c'est un matériau instable. C'est pour ça que j'insiste beaucoup dans mon exposé. Je dis l'alumine pure, c'est stable. Ça ne bouge pas. 30 ans plus tard, c'est la même. On ne le sait pas pour la mixte céramique. On ne sait pas. Alors si on veut mettre des prothèses pour 30 ans, il faut quand même que le matériau soit stable. Si c'est un matériau qui peut petit à petit évoluer, alors il évolue, comme tu l'as dit, par transformation de phase, c'est naturel, c'est pour ça qu'il résiste à l'instant zéro, c'est pour ça qu'il résiste, mais à force d'avoir des transformations de phase, on peut imaginer que 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, ça ne sera pas le même produit. Alors, et M. Aspagnan le sait très bien, il y a quand même quelques fractures connues. Là, j'ai revu dans le registre néo-zélandais, en particulier, qu'il y a effectivement des fractures. Hein, il y a des fractures. Et qu'en ce moment, il y a même des courbes dans les registres qui comparent céramique standard et mixed oxide et qui montrent pas d'amélioration avec la mixed oxide. D'accord. Enfin, pas d'amélioration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moins de reprises, quelles que soient les causes. Hein. Je ne peux pas aller plus loin. Et tu avais une troisième question. Le problème des bruits avec le diamètre de la tête au-delà de 36, oui, alors qui pose absolument. Problème. Et il y a plus de bruit si le de la tête est plus grosse. Il y a d'une façon générale, là aussi, les registres nous le disent. Alors, malheureusement, on n'a pas de registre en France, mais quand on regarde le registre néo-zélandais en particulier, c'est clairement moins bien si on a des têtes de plus de 32. Donc la meilleure, c'est la 32. Alors, encore une fois, c'est une question de chance, parce que nous, on a fait la 32 d'emblée. Les 28, c'est nettement moins bon. Et passer au-delà de 36, c'est pas bon non plus. Donc après, pourquoi moi, je ne m'étendrai pas là-dessus. Merci Laurent. On a 5 minutes de discussion. S'il y a des questions dans la salle, oui, M. Casanova. Je te remercie Laurent de cet exposé très complet sur un matériel dont tu as une très très grande expérience. Je voudrais te poser une question sur, justement, pour revenir sur ces grands diamètres. Il est sûr qu'un des problèmes de la céramique, c'est lorsqu'on la pose, il faut que l'adéquation entre le cône creux et le cône mâle soit absolument parfait, puisque c'est à l'origine de la petite pierre dans la chaussure qui finira par détruire l'implant. Alors on a mis au point, il semble, depuis quelque temps, des inserts cotyloïdiens à grand diamètre, pas dans la marque que tu connais bien, et qui évidemment libèrent le chirurgien de cette précision dans la réalisation, puisque le fabricant livre à la fois le metal back et le liner en céramique. Ça semble donner des résultats immédiats tout à fait satisfaisants. Qu'est-ce que tu en penses à longue échéance ? Oui, enfin, oui, je connais bien cet élément-là. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que, si tu as bien regardé, d'abord je te remercie, je sais que tu as une expérience de la céramique presque aussi longue que la mienne, puisque tu as dû commencer presque en même temps avec Wittwood, enfin je me rappelle. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème industriel, je pense, derrière tout ça, c'est que les gens qui produisent ça, ils ont une céramique qui est toujours la même, et ils ont un métal qui s'épaissit autour.
Et ça, c'est un peu risqué parce que vous avez donc une céramique fine. Parce que j'essaie toujours de dire que la céramique, ça n'a pas intérêt à être trop fin, à la fois à cause du bruit et à cause de la résistance mécanique. C'est les deux points. Bon, je sais qu'il y a un petit problème de fixation, il faut se prendre un peu le temps, mais on peut le résoudre d'autres façons que ça, quoi. Je suis pas trop en faveur, mais je sais qu'à l'instant zéro, ça marche très bien. Oui, je suis pas. J'écoute. J'ai une petite question accessoire. Ça, est-ce que tu penses qu'entre deux modules à cécité aussi différents que celui de la céramique, d'une part, qui est le liner, et du metal back, il risque pas d'y avoir un jour un conflit, parce que l'extérieur est en général en titane, et tu sais bien que ces deux modules d'élasticité sont très différents. Ouais, ils sont pas aussi différents que ça, hein. Enfin, si tu regardes tous les modules, t'as l'os quand même, l'os qui est le module extrêmement bas, dans lequel tu as entendu du titane, qui est quand même un module relativement élevé, et pas si loin que ça de la céramique. Donc, ce qu'il faut, c'est que quand on fait ça, on fait des éléments finis, on calcule, et on voit un peu de combien le titane va s'expandre, va se dilater pour accueillir l'alumine. Et c'est là encore que l'angle du cône est absolument essentiel, parce que c'est là-dessus que ça joue, quoi. C'est là qui permet d'adapter les matériaux les uns avec les autres. Donc je crois qu'il ne faut pas... Quand le chirurgien intellectualise trop, des fois, il se prend pour un ingénieur, mais il faut savoir que la mécanique, c'est 3 ans d'études, c'est compliqué, quoi. Ça ne résout pas tout. Donc il faut rester un peu artisan. Enfin, tu vois, pas trop réfléchir. Quand on réfléchit trop, ça a donné aussi les metal back, les polyéthylène back. D'emblée, nous on avait dit, c'est les Japonais qui ont commencé ça, les Français aussi l'ont fait beaucoup. On leur avait dit d'emblée, ça marche pas, vous mettez 2 matériaux, l'un hydrophobe et l'autre hydrophile. L'alumine est très hydrophile. N'importe quel architecte vous dirait que si vous mettez 2 matériaux aussi différents, forcément, la goutte d'eau va se mettre entre les deux. C'est ce qui s'est passé, ça a été des échecs. Après, on m'a dit, c'est parce que j'aimais pas ça. Mais c'est pas que j'aime pas ça, c'est une réflexion. Un dernier petit commentaire de ma part sur le problème industriel. Comme tu l'as dit, il n'y a qu'une boîte qui fabrique la céramique en France, ou peut-être 2, j'en sais rien. Mais c'est surtout la société céramique Tarbès. Alors, pour quelle raison, parce que je crois que c'est assez complexe quand même d'avoir une céramique pure, pour quelle raison les pays autres que la France ne viennent pas acheter la céramique chez nous? Alors, je crois que c'est en train de changer. Je suis un peu averti depuis pas longtemps d'ailleurs, ça change depuis 2-3 ans. Tout le monde en fait peut acheter la céramique Tarbès, qui avant n'était pas le cas, mais parce qu'il y avait des relations très particulières avec la société française qui vendait les prothèses, qui n'est pas la même. Merci beaucoup Laurent. De rien, je vous en prie. Merci. Merci bien.